Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une, le groupe État islamique qui revendique l'attaque en Tunisie. Le bilan est de 12 morts. Le gouvernement annonce une série de mesures d'urgence. Promouvoir la paix et le dialogue entre les religions, c'est la mission du pape François. Il entame une tournée africaine. Première étape, le Kenya. Décryptage avec le journaliste Martin Brésis. Et nous suivrons aussi la campagne électorale au Burkina Faso. Ce soir, gros plan sur Zéphirin Diabré. Pauline Simonet a suivi son meeting tout à l'heure à Ouagadougou. Fermeture de la frontière avec la Libye, renforcement de la surveillance sur les côtes et les aéroports, blocage de sites internet en lien avec le terrorisme. La Tunisie vit au rythme de l'état d'urgence. Le pays a connu mardi un attentat contre la garde présidentielle. 12 personnes ont été tuées. La revendication est venue en fin de journée. Nicolas Germain. La revendication est tombée mercredi soir. Le groupe État islamique affirme que c'est l'un de ces hommes qui s'est fait exploser la veille dans le centre de Tunis. 12 agents de la sécurité présidentielle sont morts dans l'attentat contre leur bus. C'est la 3e attaque revendiquée par le groupe cette année. En mars, 22 personnes sont tuées après l'assaut contre le musée national du Bardo. Et en juin, un tireur abat 38 personnes sur la plage d'un hôtel près de Sousse. La Tunisie est à la fois le pays le plus démocratique de la région et celui qui fournit le plus grand nombre de djihadistes au groupe État islamique en Syrie et en Irak. Dans les rues de Tunis, on entend les mêmes phrases que celles prononcées à Paris après les attentats du 13 novembre. Il faut résister, continuer à mener nos vies. Si on reste chez nous et qu'on a peur, comment vaincre le terrorisme? Si on fait ça, le terrorisme continuera. Ces gens se détestent eux-mêmes. S'ils pensaient qu'ils appartenaient à la Tunisie, ils ne tueraient pas les enfants du pays, leurs frères. Le président Béji Caïd Essebsi a rendu visite à des blessés dans un hôpital de Tunis. La Tunisie a décrété l'état d'urgence. Il venait d'être levé en octobre, 3 mois après l'attentat près de Sousse. Les autorités ont aussi annoncé la fermeture pendant 15 jours de la frontière avec la Libye, où sont basés des membres de l'organisation État islamique. C'est la première fois qu'il foule le sol africain. Le pape François est arrivé ce mercredi au Kenya. Première étape de sa tournée sur le continent. On en parle dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, retour sur cette première journée avec Ethan Hadji. Un accueil triomphal dès sa sortie de l'avion. Le pape François foule le sol africain pour la première fois depuis le début de son pontificat. Sur le tarmac, le président Uhuru Kenyatta le reçoit pour la cérémonie protocolaire. À Nairobi, la sécurité a été renforcée avec plus de 10 000 hommes déployés à travers la ville. Les routes empruntées par le convoi du pape ont été fermées, la capitale étant toujours sous la menace d'attaques terroristes. Pas de quoi effrayer le souverain pontife qui a appelé les croyants au rassemblement. Tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté sont appelés à travailler pour la réconciliation et la paix, le pardon et la guérison. Un appel au dialogue pour mettre fin aux violences interreligieuses entre chrétiens et musulmans. Ce problème est au cœur de la visite du pape. Le président Kenyatta a aussi appelé à la fin des hostilités entre communautés. Les récents événements dans le monde nous ont effectivement appris que nous devons faire plus pour ramener l'unité et la compréhension entre les différentes foi. Le souverain pontife a aussi demandé plus de justice sociale. Au Kenya, les inégalités ne cessent de se creuser et la corruption est endémique. Prochaine étape de la tournée papale, l'Ouganda et la Centrafrique. Une destination que les services de sécurité français lui ont déconseillée. Voilà, donc après le Kenya, François s'envolera pour l'Ouganda, puis la Centrafrique. Alors pourquoi le Vatican a-t-il choisi ces 3 destinations? Écoutez l'analyse du journaliste Martin Brésis. Ces 3 pays-là, et plus particulièrement la Centrafrique, donc je crois que c'est aussi pour ça qu'il tient beaucoup à y aller, sont marqués du sceau des conflits interreligieux, qui ne sont pas que des conflits interreligieux comme on le sait, et il est possible que le pape en parle, dise que derrière, il y a des problèmes et des motivations qui sont souvent politiques, économiques. Alors évidemment, on attend la visite à Bangui du pape, ça sera ce week-end. Il est attendu à la grande mosquée du PK5 lundi à Bangui. Ça peut aider à la réconciliation entre les musulmans et les chrétiens? C'est sûr que c'est un symbole fort et tout ce que fait le pape, qui est une personnalité et qui, en Afrique particulièrement, est quand même apprécié, suivi, aimé,
peut avoir des incidences. Maintenant, voilà, comme je vous le disais, on sait que ces conflits ont des motivations qui sont autres que religieuses. Il y a des motivations religieuses certainement en partie, mais derrière, il y a des motivations politiques et économiques. Et c'est évident que ça ne résoudra pas le conflit. Mais il semble que lui aime bien aussi aller là où ça se passe et sur les terrains chauds. Et c'est apparemment la première fois qu'un pape se rend en visite officielle dans un pays en guerre. La question de la sécurité du pape est posée, notamment à Bangui. On sait que les services français lui ont demandé d'être prudent, lui ont même demandé d'écourter son voyage. Ça va aussi avec la personnalité du pape François. Oui, ça va avec sa personnalité et ça va avec son message. C'est-à-dire que le pape ne cesse de parler, et vis-à-vis des catholiques, et même en particulier vis-à-vis souvent des cardinaux, il appelle les catholiques à ne pas être dans le confort, dans la facilité. Donc il pointe là où sont les failles. Et on voit bien que ici, il va sur un terrain en difficulté. Mais c'est pour lui aussi, l'appel, il est là aussi. Il est à ne pas... Et il reprend à sa manière ce que disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Donc à ne pas avoir peur des difficultés et de se confronter à des situations qui peuvent même être des situations de conflits violents. Mais c'est pas en leur tournant le dos qu'on arrivera à régler les choses. Je pense que c'est ça aussi son message. Voilà, le pape qui se réjouira sûrement de cette décision en Gambie. L'excision est désormais interdite. Le président vient de le décréter. Selon lui, aucune justification religieuse ne peut justifier cette pratique. Les militants de l'abolition applaudissent, d'autant que la Gambie est l'un des pays où l'excision est le plus pratiquée. 3/4 de la population féminine est concernée. La transition vit ces derniers jours au Burkina Faso. Les électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain. 14 candidats sont en lice pour cette présidentielle que les observateurs présentent comme la plus ouverte de ces 20 dernières années. Notre envoyé spécial, Pauline Simonet, a suivi l'un des favoris, Zéphirin Diabré. Il a tenu un grand meeting ce mercredi à Ouagadougou. Il se présente comme l'homme de la vraie rupture avec l'ancien régime. Image signée Marc Naftaline. C'est dans un stade municipal plein à craquer que Zéphirin Diabré tient son tout dernier meeting à Ouagadougou avant la présidentielle de dimanche. Zéphirin Diabré qui a été ovationné par des milliers de personnes rassemblées ici. L'homme du vrai changement, c'est ce qu'on peut lire sur les nombreuses pancartes qu'on trouve ici tout autour du stade. L'homme du vrai changement, car le chef de file de l'opposition est aux avant-postes depuis de nombreuses années du combat qui a mené à la chute du régime de Blaise Compaoré. Il nous l'a encore rappelé juste avant le début de ce meeting. Le vrai changement est, je crois, l'aspiration profonde des Burkinabés aujourd'hui. Après ce qu'ils ont vécu, après ce qu'ils ont vu comme manière de gérer le pays, il y a une forte attente qui ne peut être satisfaite que si on a à la mise en œuvre d'une politique qui constitue une vraie rupture avec ce qu'on a vu par le passé. Il y a beaucoup d'urgences et de priorités, mais l'une des mesures emblématiques qui, est, je crois, fait partie des fortes attentes des Burkinabés, c'est la question de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, mais aussi le redressement économique. Nous l'avons beaucoup entendu ici au stade comme ailleurs. Les Burkinabés souffrent de l'économie qui va mal dans le pays et qui s'est encore aggravée depuis la Révolution. Beaucoup de Burkinabés qui d'ailleurs ont choisi de bouder la campagne, car même s'il y a du monde ici, la campagne ne bat pas réellement son plein ailleurs à travers le pays. Reste à voir si dans ce pays où le taux de participation est généralement très faible lors des scrutins passés, si cette première élection de l'ère post-Compaoré va réussir à attirer les électeurs en masse. Voilà, et demain et le reste de la semaine, zoom sur les autres candidats de cette présidentielle. La transition au Burkina qui a remis une figure du pays à l'honneur, celle de Thomas Sankara, l'ancien président assassiné, a été réhabilité. Il fait aussi l'objet d'un documentaire, Capitaine Thomas Sankara. Ça sort aujourd'hui en salle. Bengali Touré a rencontré le réalisateur Christophe Cuplin. Je pense que c'est un film en hommage à Sankara, et bourré d'éloges, mais aussi avec quelques points de vue critiques, puisque dans le film, vous vous apercevez que Sankara assume la mort de 7 personnes, 7 militaires du Burkinabé, qui ont été exécutés en 85. Donc c'est les taches d'ombre, on va dire, de la Révolution. Et Sankara le dit lui-même dans le film, face à une journaliste allemande, Inga Nagel, l'interview s'est réalisée 11 jours avant sa mort. Mon film n'est pas un film d'enquête. Malgré tout, je livre une version de la mort de Sankara dans le film qui est celle qui est communément admise, comme quoi c'est un commando burkinabé
qui a mitraillé Sankara, donc avec à la tête de ce commando, M. Gilbert Diendéré. Suite à la mort de Sankara, on pourrait se poser la question à qui profite le crime. Le crime a profité évidemment à Blaise Compaoré et sa clique pendant 27 ans. Voilà, capitaine Thomas Sankara en salle depuis aujourd'hui. Tout de suite, un nouveau journal. À demain.